messieurs, bienvenue à Panorama de Émigrés TV avec la réalisation de diverses communications puis Bilbao, Euskal Herria. Je suis Eliezer Jiménez Julio à Genève, Suisse. On remercie Amaya pour l'appui technique à Bilbao. Notre émission d'aujourd'hui est l'impact de la COVID-19 sur la situation socio-économique en Afrique. Et pour parler de ce sujet très intéressant, très important pour la communauté de l'Afrique et même pour tout le monde, nous avons invité à M. Fidel Mimbilisi Mutiwamwa, directeur bureau et Ligue nationale des associations autochtones pygmées de la République démocratique du Congo, l'INAPICO, directeur politique de la RDC, c'est un pays de l'Afrique centrale. M. Mimbilisi, bonjour, comment allez-vous? Ah, bonjour, monsieur Eliezer, je suis bien, ça va, ça va. Aujourd'hui, on va parler sur l'impact de la COVID-19 sur la situation socio-économique en Afrique. En Afrique, le bilan de la pandémie dépasse les 200 000 morts, même si le continent a évité les scénarios catastrophes redoutés en début d'épidémie. La plupart des pays manquent de vaccins. Seuls les 3% de la population a été entièrement immunisée. La troisième vague de contamination au COVID-19 est maintenant terminée, mais la situation générale reste compliquée du fait notamment de la virulence des fameuses variantes Delta. Quant à la vaccination, elle progresse trop lentement, avec environ 3% de la population vaccinée à la mi du mois de septembre passé. Les pays riches ont promis de livrer d'importantes quantités de doses d'ici à la fin de l'année 2021, mais le scepticisme et la réticence au vaccin restent élevés dans beaucoup de régions de l'Afrique. Cette fois, c'est confirmé, la troisième vague de l'été est terminée, mais la décrue du nombre de nouveaux cas de contamination se poursuit de semaine en semaine avec 74 000 cas hebdomadaires recensés au 26 septembre passé contre 105 000 au début du mois de septembre, soit une baisse de 35% par rapport à la semaine précédente. Monsieur Mimbilisi, vous êtes à la République démocratique du Congo. Comment est-ce que ça passe maintenant la situation par rapport à la COVID-19 et par rapport à la situation socio-économique en Afrique? Bienvenue, bonjour. Merci beaucoup, Eliezer. Je crois que c'est Je vous remercie d'abord pour cette opportunité que vous me faites aujourd'hui. Et donc, comme vous le savez, notre sujet d'aujourd'hui concerne cette question-là de l'impact de la COVID-19 sur la situation socio-économique des pays africains, de notre population. Et vous savez, Eliezer, c'est une question qui préoccupe tout le monde entier. Et depuis que ça a commencé au niveau de la Chine, et jusqu'à atteindre presque tout le monde entier. Et je crois que sur la dimension économique et sociale, c'est catastrophique. Et, par exemple, ici en République démocratique du Congo, la pandémie a commencé depuis le 10 mars 2019, 2020 plutôt, que nous avons eu le premier cas en RDC à partir de Kinshasa. Et actuellement, c'est toutes les provinces, les 26 provinces qui sont touchées. Et je suis là où je suis actuellement, c'est la deuxième province la plus touchée après la ville-province de Kinshasa. Et donc, la province du Nord Kivu est la deuxième province pour la République démocratique du Congo qui a eu beaucoup de cas et beaucoup de morts en termes causés par la COVID. Mais d'une manière générale, au niveau de l'Afrique, c'est vrai, et presque tous les pays, je crois que le Seychelles, l'autre pays, il y avait 3 pays qui n'étaient pas encore touchés. Je ne sais pas, mais actuellement, je crois qu'il y a, je ne sais pas si les Seychelles est déjà aussi atteint, mais d'une manière générale, tout l'Afrique est vraiment a subi. L'impact est très, très considérable.
et surtout sur le plan économique, les économies africaines sont en baisse et on n'en avance pas et ont stagné. Et parce qu'il n'y a pas fluidité des échanges commerciaux, il n'y a pas mouvement et toutes les entreprises sont au ralenti. Les compagnies aériennes, les hôtels et les autres, il n'y a pas vraiment fluidité sur le plan économique. Et du coup, ça a impacté négativement la vie socio-économique des États d'abord. Les États, leurs économies sont en baisse, leurs économies sont en train de gringoler. Et donc, du coup, ça doit répercuter directement sur la vie socio-économique de la population. Et donc, la population africaine aujourd'hui est en train de subir les coûts de la COVID-19 avec les économies faibles des pays. Et la COVID vient encore exacerber ce genre cette faiblesse qu'on avait eue, qu'on vivait. Et du coup, ça a des répercussions très graves sur la population. Et aujourd'hui, la population ne sait pas à quel sens évoluer. Monsieur Eliezer. Alors, Fidèle, quand on voit l'Afrique, même vous venez de dire que déjà a été touché avec la faiblesse économique de beaucoup de pays, la pauvreté, et la misère. Maintenant, c'est que les pays qui sont plus touchés par rapport à les choses socio-économiques par rapport à COVID en Afrique. C'est que les pays qui sont plus touchés par rapport à ça. Eliezer, moi je pense que c'est tous les pays, même les économies européennes et les économies des pays développés ont subi et sont aussi n'ont pas pu tous les secteurs n'ont pas répondu dans les pays développés. Imaginez-vous maintenant dans les pays non moins avancés. Et c'est terrible, et surtout les continents africains. Les continents africains, vraiment, moi je crois que même les pays qui n'étaient pas encore touchés ont aussi subi parce qu'il n'y avait pas la fluidité, il n'y avait pas des échanges commerciaux, et tout était arrêté, il n'y avait pas de voyage, il n'y avait pas de déplacement. Et donc, les gens commençaient à consommer les réserves. Et c'est du coup, c'est d'une manière générale que tous les pays est touchés et non touchés au niveau de l'Afrique ont subi. Et la population a payé des lourds tribus dans le sens au niveau de leur économie. Et donc, je voulais dire que il y a des pays qui ont subi en termes de nombre de cas de COVID-19, en termes d'instabilité liée ou causée par la présence de la pandémie COVID-19. Et cela aussi a répercuté les économies des autres pays qui n'étaient pas beaucoup plus touchés. Moi, je vais prendre l'exemple de mon pays, la RDC. La RDC qui est entourée par les 9 pays voisins et dont leurs économies dépendent de la stabilité, au fait des échanges commerciaux avec la RDC, qui est un grand marché, qui octroie des milliards de dollars en termes des échanges commerciaux entre les pays voisins, les 9 pays qui nous entourent. Et donc, les mesures d'accompagnement, les mesures d'encadrement aussi qui posaient problème avec nos systèmes sanitaires très faibles. Et cela a impacté négativement et a influencé
vraiment qui est beaucoup plus de cas et beaucoup plus de morts. Mais grâce à Dieu, parce qu'on pensait que même l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pensait qu'au niveau de l'Afrique, ça sera catastrophique, et comme au niveau de l'Europe, au niveau des pays émergents, ils n'ont pas pu maîtriser la pandémie. Et ils pensaient que lorsque la pandémie arrivera au niveau de l'Afrique, presque toute la population africaine mourra. Et donc, on a pris par rapport, même si nous avons nos systèmes de santé et sont très faibles, mais quand même nous sommes arrivés à maîtriser la pandémie. Et vous avez dit, il y a plus ou moins 200 000 morts, et il y a plus ou moins plus de 2 millions de personnes atteintes. Mais par rapport à l'attente, par rapport à ce qu'on attendait, la communauté internationale au niveau de l'Afrique, ils ne pensaient pas que l'Afrique allait maîtriser la pandémie. Mais ce que nous avons beaucoup plus connu, subi plutôt, c'est la dimension, la situation socio-économique qui s'est dégringolée vraiment, et où il y avait des aides qui sont venues par ici, par là, pour aider à relever les économies, à relever les revenus des ménages vulnérables au niveau de l'Afrique. Mais ça n'a pas suffi. Les gens continuent toujours à vivre une vie misérable, une vie sans espoir. Et jusqu'aujourd'hui, l'espoir n'est pas encore revenu au chef au sein de la communauté. Et donc, la vie est arrêtée. Nous avons vu que la vie est arrêtée à tous les niveaux parce qu'il n'y avait pas vraiment des échanges, il n'y avait pas de mouvement et il n'y avait pas de liberté de faire ce qu'on faisait avant. Voilà. Même aller au champ, c'est un problème. C'était un problème, même faire un petit commerce. C'était un problème, même développer son activité génératrice de revenus, c'est un problème avec ces restrictions qui sont établies par, ou je dirais, imposées par les États. Et donc, ça ne va pas au niveau de nos communautés au niveau africain. Fidel, il y a deux choses qu'on voit puis l'Europe. La première, c'est que seulement un petit peu plus de 3% de la population a été déjà vaccinée. Les pays riches ont promis d'envoyer beaucoup de quantité de doses pour vacciner la population. Et la troisième chose, c'est que on voit que les pays, malgré qu'ils donnent la promesse, ça ne va pas, ne le font pas. Même la quatrième chose, c'est que la même population reste un petit peu pas vraiment sûre de se faire vacciner. Ça, c'est une chose qui complique même la situation de santé, même la situation économique. Il y a une liaison de culture de ne pas laisser vacciner parce que se prend parfois comme des cobayes. Et voilà. Qu'est-ce que vous pensez sur tout ça? Oui, effectivement, Eliezer, ce que vous dites est vrai. Et vous voyez que vous savez que c'est une question de confiance. C'est une question de confiance. Au fait, les États avancés, les États riches ont préféré par l'entremise de l'initiative COVAX, faire aider les États africains qui n'ont pas de moyens à pouvoir recevoir les vaccins pour que, au fait, qu'il y ait la vaccination de la population africaine. Mais comme les vaccins sont en train d'arriver, les différents types de vaccins sont en train d'arriver dans les pays africains, la RDC, presque tous les pays, et c'est là qui ne voulaient pas au fait les vaccins actuellement avec l'initiative COVAX. On est en train d'appuyer les pays, mais le grand problème est que les Africains n'ont pas confiance à ces vaccins produits par les Européens.
il faut qu'on se le dise. Et c'est pourquoi il y a pas vraiment engouement. L'acceptation n'est pas là pour qu'on arrive quand même à vacciner pas mal un bon nombre de la population africaine. Et c'est ainsi que, par exemple, ici en République démocratique du Congo, où on a eu les vaccins AstraZeneca, plus de 500 000 doses, je crois, on a eu, et on a distribué dans toutes les provinces. Mais imaginez-vous, les gens qui se sont vaccinés, c'est moins. Actuellement, nous sommes à 0,00, combien? Moins d'1% de la population congolaise qui est vaccinée. Et donc, c'est une question de confiance. Et les Africains n'ont pas confiance à ces vaccins. C'est la raison pour laquelle on est en train de subir ce genre de... On est en train de voir les taux très bas de personnes vaccinées. Et ça s'est répandu maintenant dans toute l'Afrique. Vous voyez que la question de culture aussi est là, la question de croyance est là, la question de tradition est là. Certaines personnes disent notre tradition, voilà, ça vient du Satan, ça vient de 666. Les Européens veulent nous exterminer, ils ne veulent pas les Africains, et c'est pourquoi ils voulaient maintenant passer par la question des vaccins. Et c'est pourquoi il y a toujours ce genre de comportement. Mais aussi, comme on pensait que toute la population africaine, au moins à moitié, mourront à cause de la pandémie, de la COVID. Mais avec la maîtrise qu'on a eu, les niveaux de maîtrise qu'on a eu par rapport au cas au niveau de l'Afrique, ça a donné encore confiance à nos traditions, à ce que nous utilisons comme nous recourons aux plantes médicinales traditionnelles avec nos systèmes-là de traitement de ce genre de maladies parce que ça ressemble aux maladies tropicales. Et donc, avec nos systèmes, nous avons pensé que, la population a pensé que avec nos systèmes traditionnels de traitement, on peut y arriver. C'est ainsi qu'ils trouvent que même les Européens sont en train de se vacciner à un pourcentage très élevé, mais ils sont toujours en train d'avoir beaucoup plus de cas par jour. Et donc, par rapport aux pays africains qui sont moins vaccinés. Et donc, ça a montré que cela a motivé la population africaine de ne pas vraiment se vacciner. Et c'est pourquoi notre président de la République, de la RDC, qui est le président de l'Union africaine en exercice actuellement, a proposé, je crois, aux Nations Unies, à la 76e session de l'Assemblée générale, même à la conférence, au Forum France-Afrique, il a dit à Paris que la communauté internationale doit impérativement appuyer les recherches au niveau de l'Afrique pour que l'Afrique produise son vaccin, afin de gagner confiance aux Africains de se vacciner massivement. Je crois que c'est une ligne de stratégie pour pouvoir amener les Africains. Et donc, c'est ça, M. Eliezer, les causes ou les éléments qui ont entravé la vaccination des Africains. Fidel, finalement, à votre avis, qu'est-ce que c'est la solution pour aider à la communauté africaine pour d'abord faire monter l'économie? Et deuxième chose, c'est pour donner la confiance. Vous venez de dire, bien sûr, qu'il faut produire, même les pays africains, les vaccins pour donner la confiance à la population. Qu'est-ce qu'il faut faire encore pour ça?
C'est simple, M. Eliezer, les solutions sont là. La première, pour l'économie, il faudrait que les États avancés, les États, la communauté internationale appuient en termes, appuient nos États africains à stabiliser leur programme macroéconomique, qu'ils investissent en termes d'argent pour appuyer les économies africaines à ne pas avoir de déficit dans leur, en fait, comment les secteurs, comment on les appelle, les secteurs qui aident les États africains donc à appuyer les entreprises africaines comme on les fait en Europe. Les États européens sont en train d'appuyer les industries, les entreprises européennes pour qu'ils ne tombent pas dans les déficits. Et les pays avancés, les pays riches doivent aussi appuyer les économies africaines à pouvoir garder l'élan et à pouvoir stabiliser ces économies. Mais aussi, continuons avec la sensibilisation. Nous devons renforcer notre sensibilisation, rapprocher la communauté et à montrer les dangers au fait de la pandémie et peut-être essayer un peu d'aller avec les initiatives endogènes qui sont prises au niveau interne de chaque pays. Et du coup, là, on peut aider on peut essayer un peu d'aider cette communauté, mais aussi appuyer les recherches au niveau interne, au niveau de l'Afrique. Les pays riches doivent donner les moyens aux chercheurs africains pour qu'ils développent aussi un vaccin qui peut être distribué au niveau de l'Afrique et donner encore confiance aux Africains de se vacciner massivement. Et aussi prendre la stratégie de vivre avec la COVID, comme on vit avec la malaria, comme le paludisme, comme on vit avec le VIH-Sida, la tuberculose et les autres épidémies ou pandémies qui existent. Et donc, nous devons adapter notre réalité, notre vie par rapport à la situation, au contexte actuel. Si, comme les pays africains s'adaptent au contexte, par exemple, de la guerre, des insécurités, d'instabilité, et les pays africains s'adaptent à ça et voient leur économie stable peut-être. Et donc, nous devons s'efforcer à s'adapter au contexte et à vivre avec le Covid comme on vit avec d'autres pandémies. Fidel Mimbilisi Mutiwangwa, directeur bureau et Liga nationale des associations autochtones pygmées de la République démocratique du Congo, l'INAPICO. On te remercie pour votre présence aujourd'hui, pour nous expliquer comment est-ce que vous voyez la situation socio-économique de l'Afrique par rapport au COVID-19. Fidel, merci beaucoup pour nous accompagner. Merci, Eliezer. On remercie aussi à Amaya pour l'appui technique à Bilbao, notre programme Panorama avec la réalisation de diverses communications de Émigré TV, puis Bilbao, Euskal Herria. Je suis Eliezer Jiménez Julio à Genève, Suisse, et je vous souhaite bonne journée. Merci beaucoup.